Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Valérie, un autre qui est dans le paysage depuis quand même depuis plusieurs années, qui s'est renouvelé, qui a changé un peu. Tu me fais non, c'est la suite logique. C'est la suite logique depuis quelques années, mais c'est ça, c'était pas de la façon dont on nous l'avait présenté au début. Moi, je voyais Denis Ellis Béchard comme on nous le présentait un peu comme un futur grand romancier au début. Oui, Vandal Love. Au début, ils allaient nous présenter des grandes fresques sur l'Amérique puis tout ça. Puis là, il est plus dans l'essai dernièrement. Je me porte en fou un peu parce qu'effectivement, il a toujours fait des essais. Denis Ellis Béchard, c'est avant tout un journaliste. Le roman est un peu accidentel parce qu'à l'origine, c'est un journaliste qui a fait 60 pays. C'est un journaliste indépendant. Moi, j'ai rencontré 3 fois d'ailleurs dans ma vie. J'ai la chance de le rencontrer. J'ai animé une table ronde avec lui à l'Université Laval il y a quelques années. Et j'ai toujours trouvé c'est que nous, en traduction, effectivement, il a été révélé par, à l'époque, c'était chez Québec Amérique, Vandal Love. Je crois qu'Alto l'avait repris. Mais retraduit. Oui, puis ce qui avait été très, plus, disons, populaire, c'était Remède pour la faim. Donc, Cure for Hunger, ce qui était un titre très connu, mais où il évoquait beaucoup son père, ses origines canadiennes-françaises, d'un père qui a fait de la prison, une espèce de criminel hors la loi, mais de pacotille un peu, mais qui a quand même fait du trouble. Et sa mère a fui avec les enfants et retourne en Colombie-Britannique, par la suite en Virginie, mais où je te disais pas que tu n'avais pas raison, mais où quand même il y a une cohérence, c'est qu'il a toujours imbriqué le roman et les essais. Il a publié énormément d'essais, c'est-à-dire des essais importants, des bonobos et des hommes. Il a été longtemps au Congo, il a étudié les singes. En 2014, Coué, je te salue avec Natacha Canapé-Fontaine, ça fait quand même 2016 ou à peu près, donc près d'une dizaine d'années là, qu'il a cette réflexion sur le racisme. Et dans les romans, Blanc notamment, en 2018, qui a été un livre traduit aussi, parce qu'il parle très bien français, mais il écrit en anglais, et Blanc, donc, qui déjà évoquait ce privilège blanc dans le domaine, et c'est là qu'il met beaucoup de sa vie. Donc, quant à moi, ses romans sont des essais, les essais sont des romans. Il est vraiment, la ligne est très floue. Il en parle d'ailleurs dans La blancheté aveuglante, qu'il avait abordé beaucoup dans le roman blanc chez Alto en 2018 comme étant l'espèce de bienveillance. Il mettait en scène un coopérant international blanc, beau garçon, yeux bleus comme lui, et qui, plein de bonne foi, allait aider en coopération internationale, et ça nous faisait vraiment entrer dans un monde. Annie parlait de livres qui nous révoltent. Mon souvenir de cette lecture-là, c'était vraiment des Blancs qui arrivent là, mais qui recréent des sentiments et des attitudes impérialistes, littéralement, recréent ce colonialisme bienveillant parce que je suis donc là pour t'aider. Mais donc, ça a tout ce moteur de cette réflexion sur le racisme. Et la base de tout ce qu'il nous dit, Denis Ellis Béchard, dans La blancheté aveugle, c'est, admettons, qu'on est raciste. Disons-le donc une fois pour toutes, que ce soit volontaire. Évidemment, c'est pas volontaire, mais on a une façon dans notre vie d'antagoniser les grands groupes racistes. Là, ça soit, de ce temps-ci contre Trump, évidemment, ça a été écrit un peu avant, mais on est en plein dedans. Des grands groupes, là, par exemple, les KKK, les Ku Klux Klan, les suprémacistes, où là, ça, c'est les méchants, ça, c'est les vrais racistes. Et on oublie que nous, on porte certains racismes en nous. Et voilà! Nos petits racismes quotidiens, ordinaires, que lui a constaté davantage en arrivant en Virginie. Donc, où sa mère s'était sauvée, il y avait une dizaine d'années. Il réfléchit aussi à sa propre exclusion, parce qu'il dit déjà, moi, j'arrivais du Canada, on riait de moi. Il y en a qui me disaient que quand je prononçais Canada, je disais mal le mot Kansas, là. Alors que, non, c'est le Canada comme le Canada Dry, fait qu'il se faisait appeler Ginger Ale. Tu sais, c'est tellement niaiseux, des enfants. Mais c'est là, dans les enfants, que le terreau du racisme arrive. La différence, il dit, on dirait que je m'en étais pas tellement rendu compte avant mon arrivée en Virginie. Ça m'est apparu comme assez violent. Il revient beaucoup sur
Un élément que je trouve extrêmement important, c'est, et on a tous grandi avec ça, là. On ne les répétera pas en ondes, surtout pas. Encore moins, il ne le fait pas dans son livre. Il ne cherche pas à perpétuer le préjugé en le dénonçant, parce qu'il dit, puis ça il y a une belle interaction avec le lecteur tout au long de la lecture, c'est de dire, regarde, moi je le fais de même, là, bien sûr que ça contribuera à mon propos que de dire les insanités que j'ai entendues, mais en même temps, je veux pas les exposer. Donc, ça fait... dans le jeu, c'est ça. Il y a un code un peu, je dirais qu'il y a une espèce d'entente avec le lecteur à ne pas les redire. Mais il y a un petit passage sur les blagues que je trouve extrêmement intéressant. Puis je trouve que ça vous donne le ton parce que c'est inconfortable. C'est le terme que... Je reprends un terme qui est employé par Radio-Canada et Denis Béchard l'admet parce que ça nous ramène à nos propres... à des choses qui... Combien de fois, je veux dire, même dans notre langage populaire, et les Québécois, où il évoque aussi le Québec dans son livre, les Canadiens français ayant eux-mêmes cette impression d'avoir été une minorité, ben là, il dit, ils ont rejoint cette blanchité qui, finalement, au-delà, oui, il y a des blagues contre les Polonais, contre les Italiens, dans l'après-guerre, pendant la guerre, dans la guerre froide, mais il y a comme quelque chose de plus qui le fait qu'on est blanc. T'sais. Alors, c'est très troublant quand même d'entendre tout ça. Et je voulais vous lire un petit extrait sur les blagues. Ces dynamiques subtiles font de ces blagues bien plus qu'une simple introduction au racisme. En fait, elles nous conditionnent à mal comprendre les dynamiques raciales, l'aveuglement structuré dont parle Charles W. Mills. Elles le font en nous initiant aux fictions que se racontent les Blancs à propos des autres groupes et en nous apprenant qu'il est normal de percevoir les autres groupes à travers le prisme de la fiction, parfois même sans s'en rendre compte que ces histoires sont en réalité des fictions. Elle nous dispose également à croire d'autres fictions racontées sur ces groupes, cette fois sans humour. Toutefois, pour qu'une fiction perdure, il faut que les autres groupes ne soient pas en mesure de la réfuter avec leur propre version de la réalité. Trop de contact ou de familiarité avec ces groupes peut nous mener à entendre des histoires qu'ils se racontent sur eux-mêmes. Cela dissiperait nos fictions et par le fait même notre aveuglement. Alors, ça montre à quel point, et la réflexion, elle est très profonde, et ce terme fiction que j'aime bien, il dit, c'est comme si on se crée, puis ça peut être des choses, là, en apparence, gentilles. Il évoque, par exemple, bien sûr qu'il y a eu tous les mythes sur, encore là, j'ai même pas envie de les répéter, mais des questions de répulsion physique, d'odorat, d'apparence, de préjugés, de réalité, eux autres, c'est des batteurs de femmes, les Roms, c'est telle affaire, les Polonais sont de même, les Noirs sont de même. Mais ça, on l'assimile, on l'entend, ça passe dans le langage populaire. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est, et on l'entend ici, c'est cet équilibre aussi entre un passage, comme je viens de vous lire, qui est beaucoup plus théorique, et comment lui l'a appliqué dans sa vie. Et le fait que, voilà, on finit par rire. On ne sait plus trop pourquoi on rit, mais on rit aussi pour être inclus. Et c'est ça qui vient un peu, comment on pourrait dire, ça vient... normaliser, en fait, ces langages. Et je vous parlais d'un espèce de racisme bienveillant, de préjugés, de conception. Juste de dire, puis ça, c'est super intéressant, on dit, les Noirs, ils ont le jazz dans le sang. Eux autres, ils ont du rythme. Ils ont du groove, ils sont bons. C'est des bons athlètes, ils courent vite, mais c'est normal que tous les marathoniens, c'est des Nigériens, des Éthiopiens, sont constitués comme ça. Il dit, attends, là, ça, c'était vraiment un complimarde, là. Tu sais, le mot est de moi, mais c'est comme si on se disait, il dit, qu'est-ce que ça dit? C'est que c'est comme si on avait assimilé la génétique des personnes afrodescendantes et que ça fait l'exclusion de tout le travail qui est derrière. On sait bien, il n'y a pas de mérite, alors qu'un Blanc qui arrive aux mêmes accomplissements a travaillé fort, il a ce mérite, il a passé à travers. C'est extrêmement, en tout cas, moi, je trouve, puis ça, c'est un parmi 10 exemples où il y a toujours le contrepoids, c'est très, très touffu, c'est très, très bon. Alors voilà, il se questionne depuis
plusieurs années sur ces questions-là, dans un autre essai sur ce sujet-là, de prendre conscience de tout ça. Est-ce que c'est ça, être woke, finalement, si on revient à la base du mot, là, de s'éveiller à ces réalités-là? La bonne signification. La bonne signification. Oui, prendre conscience. C'est pour rappeler ça une autre chose en contexte, là, dans la conversation qu'on a tous collectivement ces temps-ci, c'est de prendre conscience de tout ça. Là. Prendre conscience, se l'admettre, et je trouve ça intéressant que tu l'amènes pour terminer cette critique, Brian, parce que il y a un élément que j'ai oublié un peu de dire, c'est que ce qu'il dit aussi dans cette bienveillance, ce qu'il dit, c'est que même, et là, c'est le 8e degré, là, mais il critique même aussi cette espèce de bonne conscience. Puis il dit moi-même, là, je veux dire, j'ai participé aux marches de Black Lives Matter, j'ai étudié en Nouvelle-Angleterre à une époque, j'ai tout le temps été dans des groupes de gauche, il le disait dans Blanc aussi, je me pensais donc bon d'être l'allié, l'ami, mais en même temps, on en parlait, ils connaissaient pas tant que ça, puis on les fréquentait pas tant que ça dans notre vie quotidienne, les Noirs, tu sais. Alors, le wokisme, il dit, écoute, on peut bien être ouvert à cette réalité-là, mais ce qui est particulier là-dedans, c'est que tant que le blanc sera vu comme « Ah, moi, j'ai plein d'empathie pour les Noirs », OK, mais de un, tu fais pas tant de choses que ça, et c'est comme si c'était encore le fardeau de la preuve sur le dos des Blancs en disant « Hey, la journée où les Blancs vont comprendre qu'il faut pas être raciste, ça sera réglé. » Mais ça aussi, ça désarme les Noirs. C'est très particulier. C'est comme si on disait finalement qu'au final, tout est vu dans la lunette de cette blanchité aveuglante. Et c'est très confrontant, c'est intéressant. Et oui, il y a des pistes de solutions, mais en gros, ce qu'il dit, c'est commençons par arrêter de se mentir, qu'on a tous ce biais, souvent né sans qu'on le veuille. On n'est pas obligé d'être dans un groupe néo-nazis pour être raciste. Au contraire, on perpétue parfois sans le vouloir de ces points de vue. Et au moment où la diversité est mise à mal, où le racisme revient en force, c'est extrêmement pertinent de le lire. Donc, regardez-vous dans ce miroir que vous tente Denis Ellis Béchard, La blanchité aveuglante, réflexion sur le racisme chez Éco-Société. Valérie Gaudreault, merci beaucoup. Merci.